Bonjour Maurice Leroy. Bonjour Nicolas Bétou. Est-ce que vous êtes Trump ou est-ce que vous êtes Clinton? C'est très difficile. Plutôt Clinton. Plutôt Clinton. Plutôt démocrate. Mais du mal à choisir. C'est une réponse de centriste, là, pas vouloir choisir entre les deux. Non, mais c'est bon. Plutôt Trump... démocrate ou plutôt républicaine plutôt démocrate. Système à la Hillary Clinton ou plutôt anti-système façon Trump? Non, plutôt démocrate, parce que franchement, les excès de langage, qui n'a rien d'extrémiste d'ailleurs, contrairement à ce qu'on raconte ici. Ouais. On se rend compte d'ailleurs, curieusement, qu'il y a plus d'extrémistes chez les Républicains, y compris dans le mardi qui s'est effectué. Vous parlez des États-Unis, bien sûr. Bien sûr. Hein? En France, il y a autant d'extrémistes chez les Républicains? Non. Non, oh non, ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Il y en aura quelques-uns quand même. Parlons un petit peu du gouvernement. Il a commencé à reculer sur la loi El Khomri. Quelles leçons est-ce que vous, qui, dans l'opposition, espérez gouverner un jour, et même un jour prochain, quelles leçons vous tirez de cette séquence? Écoutez, d'abord, moi, je ne fais pas le procès à Manuel Valls de reculer, parce que, après tout, il a un problème avant tout avec sa majorité. Les problèmes ne viennent pas du coup de l'opposition. Pour une fois. Avec Philippe Vigier et le groupe UDI de l'Assemblée nationale, nous nous situons dans une démarche d'opposition constructive. Vous voteriez la loi si elle arrivait en l'état à l'Assemblée aujourd'hui? Oui, en l'améliorant, proposant des amendements sur l'abrogation des 35 heures, pour faciliter, pour augmenter les effets de seuil sociaux, etc. Mais telle qu'elle est, elle va dans le bon sens. Donc pas de procès d'intention à Manuel Valls, mais à sa majorité? Oui, à sa majorité, en fait. C'est le constat que la majorité parlementaire a implosé, au sein même du groupe socialiste. Il y a plusieurs partis socialistes aujourd'hui. Il n'y en a pas seulement deux. Il y a au moins 3 courants au sein du Parti socialiste. Bon, mais imaginons que vous êtes au pouvoir, que vous portez le même texte, avec les amendements que vous auriez vous-même inscrits dans le pré-projet de loi. Il y a la rue, il y a du monde dans la rue, il y a les syndicats, le 9 mars, le 31 mars, il y a les étudiants, il y a Internet, il y a beaucoup d'opposition. Quelles conséquences tirez-vous de cette séquence pour votre propre exercice du pouvoir un jour? Mais c'est une très bonne question. Les leçons à tirer de cela, d'ailleurs, il faut les tirer pour nos propres critiques. C'est que, avec le quinquennat, le calendrier s'accélère en France. Et la vérité, c'est que, quel que soit le gouvernement en place, s'il ne légifère pas par ordonnance dans les 6 mois qui suivent l'élection présidentielle, c'est pas en fin de quinquennat que vous réformez. C'est ça la leçon. Donc agir et très ça vite. vaut pour la droite et ça vaut pour la gauche. Agir très vite, c'est-à-dire préparer le travail, préparer l'opinion aussi, avant une élection? Non, mais bien sûr. D'abord, écoutez, voilà, on sait tous comment s'est effectuée la présidentielle. François Hollande a clairement menti aux Français sur tout un tas de questions. Et il n'était pas prêt, finalement, à gouverner. C'est ça la leçon d'ensemble de ce quinquennat qui se termine décidément vraiment mal. Vous disiez, Manuel Valls, je ne veux pas lui jeter la pierre ou lui faire un procès d'intention, il a un problème avec sa majorité, il essaye de le résoudre. Là, il a annoncé hier la tenue d'un séminaire gouvernemental avec le PS. C'est pas une drôle de méthode, ça, d'organiser une espèce de négociation officielle entre le gouvernement et un parti politique avant même le dépôt du projet de loi? Bien sûr que c'est une méthode curieuse, mais qui n'est pas surprenante, puisque, encore une fois, vous vous rendez compte, nous sommes à la fin du quinquennat. Et on amène une réforme fondamentale, avec un parti socialiste, globalement, majoritairement, pour qui social-démocrate est un gros mot encore. Voilà, bon. Alors que Manuel Valls est un social-démocrate, François Hollande aussi. Donc il est là le problème, il y a un véritable affrontement entre le projet social-démocrate qu'incarne fondamentalement Manuel Valls, majorité socialiste. Et sa majorité socialiste qui est plutôt à l'extrême. Affrontement entre Manuel Valls et François Hollande aussi. La presse bruise de rumeurs, petite idée de démission du côté de Manuel Valls, des petites accusations de trahison du côté de François Hollande contre Manuel Valls. Vous en pensez quoi? J'en pense pas grand-chose, je trouve ça très plaisant, parce que quand je me souviens tout ce qu'on a raconté entre François Fillon, Nicolas Sarkozy, ça c'est la Ve République, Nicolas Bétou. Voilà. On rejoue le classique de la Ve République, le classique entre Matignon et l'Élysée. Matignon-Élysée ou Élysée-Matignon, oui. Mais donc vous pensez quoi, que c'est de la rumeur, ou est-ce que
Est-ce que vous pensez qu'il y a un fond de vrai à toutes ces interrogations qui traversent la majorité? Il y a évidemment un fond de vrai dans tout cela. Mais bon, finalement, tout ça n'intéresse pas vraiment les Français. Ce qui compte, c'est on réforme ou on ne réforme pas. Or, ce quinquennat, on n'aura pas fondamentalement réformé. Cette ambiance à gauche, est-ce qu'on la retrouve à droite, ou en tout cas entre la droite et le centre? Est-ce que vous êtes absolument sur la même ligne entre les Républicains et les centristes, UDI, Nouveau Centre, toutes les composantes un peu complexes de ce centre français? Je vous accorde que c'est complexe, le centre. Bon, il y a aussi à droite et au centre différentes sensibilités. Relisons René Raymond, il n'a pas écrit la droite en France. L'histoire des droites les droites en France. Donc il y a différentes sensibilités, différents courants. Et c'est pourquoi il faut parler entre nous, il faut élaborer, tirer les leçons de ce mauvais quinquennat de François Hollande et ne pas attendre la présidentielle pour négocier un contrat de législature et travailler sur un contrat de gouvernement entre la droite et le centre, entre les Républicains et l'UDI. Ça doit se faire pour les primaires? Ça doit se faire pour les primaires, ça doit se faire pour les circonscriptions législatives, évidemment. Et nous devons travailler un projet de gouvernement, une contractualisation de gouvernement et un projet de législature. L'UDI, en tout cas dans son expression officielle, je pense au patron de l'UDI, hésite encore ou ne veut pas se prononcer sur la participation ou pas aux primaires de la droite et du centre. Quel est votre point de vue? Moi, j'ai zéro inquiétude. Je l'exprimais d'ailleurs à Vendôme avec Hervé Morin, Jean Arthuis, Laurent Hénard et les différentes composantes de l'UDI. Il faut y aller? Bien sûr qu'il faut un ou plusieurs candidats. Écoutez, il y a au moins 6 ou 8 candidats chez les Républicains. Je ne vois pas pourquoi les centristes, on ne verrait qu'une tête. Il y a aussi différentes sensibilités. Et vous n'aurez pas besoin de parrainage, vous n'avez pas les mêmes règles que les Républicains. Nous n'avons pas les mêmes règles. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut participer à la primaire. Ce serait totalement irresponsable de ne pas y participer. Il ne faut pas se tromper. On sait tous que la prochaine fois, il n'y aura qu'un candidat du camp démocrate ou républicain face à Marine Le Pen. Il ne faut pas tourner autour du pot au deuxième tour. Donc il faut être au pré-premier tour, c'est-à-dire au primaire. Vous savez, François Mitterrand avait une formule dont il avait le secret. Il disait, la Ve République, c'est au premier tour, on rassemble son camp, au second tour, souvenez-vous, on élargit. Cette fois, pour la première fois dans la Ve République, ne sera qualifié au second tour que celui qui aura rassemblé et élargi dès le premier tour. Vous êtes patron d'un département, le Loir-et-Cher, les départements qui sont au bord de l'asphyxie budgétaire, en cause le RSA, la distribution du RSA. Vous avez réussi à entamer une discussion, une négociation avec l'État pour refiler, au fond, le bébé du RSA au gouvernement. C'est un acte de retour en arrière par rapport à la décentralisation? Non, pas du tout. Question très importante, pardon, ça demande un tout petit développement. D'abord pour que tout le monde comprenne bien, parce que si on n'est pas élu départemental, c'est compliqué pour les gens. Donc j'essaie d'être le plus pédagogue possible. Moi, je vais inscrire dans le budget du Loir-et-Cher 40 millions de dépenses du revenu de solidarité active. En face, j'ai une recette de l'État de 20 millions. Il manque 20 millions. Manque 20 millions. Et au plan national, il manque pour les 101 départements 4 milliards d'euros. Donc il ne s'agit pas de refiler le bébé. Il s'agit de dire à l'État, c'est de la solidarité nationale. D'ailleurs, Marisol Touraine l'a redit devant l'Assemblée nationale. Si c'est de la solidarité nationale... Donc c'est à l'État d'assumer. C'est évidemment à l'État d'assumer. C'est pas aux contribuables de Loir-et-Cher. Prenons le Loir-et-Cher. C'est 20 millions qui manquent. C'est les impôts locaux qui vont les couvrir? Nicolas Bétou, chez moi, un point de fiscalité en Loir-et-Cher, c'est 600 000 euros. Donc même si on n'est pas fort en calcul mental, on voit que c'est 34 pas la fiscalité points. Qui fera ça. Bon. Si, malheureusement, ce sera la fiscalité si l'État n'est pas au rendez-vous. Donc moi, je me réjouis. Donc ça va se faire? Nous sommes en négociation. Avec Dominique Bussereau, on a rencontré le Premier ministre la semaine dernière. Des négociations vont s'engager avec le gouvernement pour faire en sorte qu'on se mette d'accord sur la date de référence, qui est 2014. Intangible, c'est là où ça a décroché. C'est un sujet qui concerne 40 départements en 2015. L'année dernière, il y a eu 10 départements qui ne bouclaient pas le budget. Cette année, il y en a 40, l'année prochaine, 80. Donc, et les présidents de départements, de toutes sensibilités confondues, de Christian Favier, communiste dans le Val-de-Marne, les socialistes et droite et centre, ont voté à l'unanimité cette motion. Quand il y a des sujets d'importance, on voit que la droite et la gauche peuvent s'entendre. Merci. Bien sûr. Merci Maurice Leroy. Merci.